le witr. Et quand on s'endort, on peut rajouter après, juste avant le fajr, on peut rajouter quelques raka'at sans, c'est-à-dire refaire le witr. Voilà. D'accord. Est-ce qu'un père peut Déshériter, priver? Bon, c'est sa décision. Oui, il peut donner tout son argent. Qu'il le fasse de son vivant. Il peut donner son argent comme donation à n'importe qui. Il peut déshériter, mais après sa mort, il ne peut pas. Et d'ailleurs, même s'il a écrit, c'est-à-dire une wasiya, un testament, on l'applique juste au seuil du tiers, à la limite du tiers de sa richesse. D'accord. Oui. Simorad de la France. Allô, Simorad. Allô? Allô, oui, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Marhaba. C'est pour poser deux questions. La première? La première, c'est que là, je travaille de nuit. Oui. Oui. Je travaille de nuit, alors est-ce que j'ai le droit de salir sur le lieu de travail pendant les heures de travail? D'accord. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la qualité de son travail? Le boulot, c'est quoi le travail? Le boulot, je travaille dans un hôpital. Ah, très bien. S'il y a du temps, bien sûr, s'il y a du temps, si c'est-à-dire vous remplissez votre tâche comme il le faut, sans délaisser votre travail, oui, vous pouvez faire la prière. Mais faire la prière au détriment, on parle pas de la prière obligatoire. La prière obligatoire, vous la faites, bien sûr, parce qu'elle ne prend pas assez de temps. La prière de l'Isha, on va dire, elle va prendre 3-4 minutes. C'est comme si vous êtes rendu aux toilettes, ou là, prendre votre goûter, ou là, vous faites votre prière dans ce laps de temps qui est vraiment délimité. Hein. Mais si ça concerne la prière de la nuit, le qiyam, etc., là, il ne faut pas délaisser son travail. Sinon, ça ne sera pas récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala par des hasanat, mais au contraire, vous allez recevoir en quelque sorte un châtiment de la part d'Allah parce que vous avez failli à votre mission pendant les moments de travail. Donc, c'est sa seule question. Il a les waqila. Il n'a pas posé sa deuxième. Oui. Oui, je vous écoute très bien. Oui. Non, dans cet hôpital, il y a un local. C'est-à-dire un local pour les juifs, les musulmans, et pour les chrétiens. Est-ce que Ma'alish nous sommes dakhil ou là? Bien sûr, vous pouvez. Oui. Après la permission du docteur Oui, vous pouvez, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous pouvez. C'est un lieu de culte et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à quelques chrétiens qui lui ont rendu visite de faire leur prière même au sein de sa mosquée, la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que le même lieu de culte peut servir en quelque sorte à d'autres confessions. Donc vous pouvez. Est-ce que vous avez une deuxième question? Si elle est partie, d'accord. On enchaîne. Je voudrais aussi. La première question, on n'a pas encore répondu à la première question. Ah, la première question. Salam alaikum, on a décidé de la laisser ses économies sur son compte. Alhamdoulilah, il n'avait pas de dette. Je voudrais savoir à qui revient l'argent, à la mère ou ses enfants. Ça revient à la mère, voilà, c'est-à-dire à son épouse, l'épouse du défunt, et les enfants, bien sûr. À chacun. Un huitième pour la mère. Ça part, un huitième. Et puis le reste sera, Inch'Allah, partagé entre les enfants. S'il y a bien sûr des enfants
c'est-à-dire des deux sexes. Hein. S'il y a seulement des filles, on cherchera aussi est-ce qu'il y a d'autres héritiers parmi ses frères aussi, des frères du défunt. Oui. C'est les lois de l'héritage. Les lois de l'héritage. À chaque fois que quelqu'un meurt, et il lègue derrière lui, voilà. Elle est soumise. La richesse. Sa richesse. Elle sera répartie sur les parties qui ont droit à l'héritage. Oui. Pas qu'une question, docteur Jouhrif, par email qui nous sont parvenus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Siham et je vis en France. Ma question est la suivante. J'ai construit la tombe de mon père mort en 2013, Allah yarhamou, et j'ai posé une pierre avec son nom, son prénom et sa date de naissance. Et une prière avec un verset de Coran, une invocation. J'ai lu qu'il était interdit de faire cela et que c'était approprié au shirk et j'angoisse. En 2013, je ne savais pas. On m'a conseillé de faire cela. Serais-je pardonné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et savoir si ça ne nuit pas à mon père? Allah yarhamou, je suis sur votre émission. Allah vous accorde miséricorde, etc. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses dans votre question. Et puis il y a beaucoup de jugements aussi qui sont attribués et qui ne sont pas justes. Hein. Est-ce que construire une tombe d'un défunt est considéré du shirk? Non, ce n'est pas considéré du shirk. Peut-être ce n'est pas conforme à la tradition laissée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, peut-être parfois hein, on peut les considérer ainsi, surtout dans une zone peut-être qui n'était pas humide, une zone très sèche, où il n'y a pas beaucoup de pluie, beaucoup d'érosion de terrain, etc. Les Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enterraient leurs morts et ne construisaient pas, bien sûr, les tombes. Mais ce qu'elle a fait, c'est le minimum pour voilà, c'est ça. La tombe. Voilà. Ça n'a rien à voir avec shirk, quand même. Ça n'a rien à voir. Le prophète alayhi salatu salam a interdit de prendre une tombe comme une demeure où on fait peut-être une prière adressée à celui qui est mort là-bas. La tattakhidhu qabri la tattakhidhu quburakum masjidan ou qabri masjidan. C'est ça qui est interdit. Mais construire la tombe pour conserver le défunt, pour conserver sa dépouille de toute érosion de terrain causée par l'hiver, par la pluie, ça sera permis. C'est permis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut pas d'abord. Voilà, on va revenir. C'est Madame Nizha de France. Allô? Oui, allô? Allô, oui, marhaba. Oui. J'avais posé mon question, c'est que maman, il est décédé. Allah yarhamha. Et elle m'a donné sa part. Et moi, je ne savais pas, j'étais pas au courant. On a couvert ça quand maman, il est décédé. Est-ce que je dois garder la part de maman ou je le retourne à mes soeurs, à mes frères? Mais pourquoi? Toute sa richesse. Elle vous l'a donné, toute sa richesse, tous ses biens. Moi, je ne le savais pas. Je couvrais ça quand je suis rentrée au Maroc. Maman, elle a fait un testament. Elle a fait un testament. Voilà, elle m'a donné sa part. C'est quoi sa part? C'est-à-dire le maman, quand papa il est décédé, maman a sa part. Sa part de son héritage, son père. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. En son vivant? En son vivant, elle m'a donné ça, mais moi je le savais. Est-ce qu'elle a fait une donation ou un testament? Non, elle a fait une donation par la donation. Voilà. Donc c'est valable. C'est valable. Vous n'avez pas à vous faire des soucis. Cette part vous revient de droit. Du moment qu'elle vous l'a donnée en son vivant. Ce n'est pas par testament. D'accord? C'est par donation. Alors vous n'avez pas à vous faire des soucis, ni à la partager avec vos sœurs et frères. Ça vous revient de droit. Parce que moi, c'est que j'ai peur, je ne veux pas maman qu'elle sera là-bas. Non. Voilà. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci bien, je vous souhaite un bon journée.
Si vous permettez, cher maître, on va revenir. Pour la tombe, par rapport à la hauteur. À la hauteur. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que la tombe dépasse à peu près le shibr. Je ne sais pas comment. À peu près une vingtaine de centimètres, une trentaine de centimètres. C'est par rapport. Ça dépend de la corpulence de l'être humain avec qui on a mesuré cela. Que ça ne dépasse pas en quelque sorte les 30 centimètres sur le niveau de la terre. Le fait de mettre une pierre ou du marbre pour écrire le nom, la date du décès, de naissance, une invocation. Une invocation. Concernant un verset coranique, moi, je suis un petit peu contre. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y ait des animaux qui rendent en quelque sorte, c'est-à-dire on a rabaissé un petit peu peut-être la considération du Coran. Voilà, ça n'a rien à voir. Essayez d'enlever seulement la pierre où est écrit le verset coranique. Seulement. Mettez une autre invocation qui n'est pas coranique, mettez une invocation, dua, mais essayez d'enlever, enlever la pierre où est écrit le verset. Bonjour, une deuxième question, Dr. Joy. Je vais partir aux USA en voyage, mais il y a un petit souci, le port du foulard là-bas est mal vu, pas tellement, hein? Avec le racisme contre les musulmans. J'ai peur pour ma personne. Comment dois-je faire l'enlever, le remplacer par une casquette, selon votre estimation? Voilà. Si vous êtes vraiment menacé, docteur, parfois je réponds directement. S'il y a vraiment une menace réelle, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions et tout cela. Il faut d'abord y aller avec son voile, tester le milieu, voir l'attitude des gens, voir. Peut-être que ce sont que des préjugés. Sinon, il y a plus, on va dire, plus peut-être de 20 millions de musulmans aux États-Unis aujourd'hui. Arriver peut-être à un stade où vous ne pouvez pas mettre votre voile, c'est-à-dire aisément, là, vous essayez de le changer par... Voilà. Une casquette, ou là, une bandana, ou là, je sais pas, un chapeau, ou là... Voilà. Madame Lina de France, allô? Allô, marhaba. Allô? Oui, on vous écoute très bien. Salam wa rahmatullah. Voilà, très bien. Donc, j'ai un peu une question sur le zakat al-mal. Oui. Je travaille ici en France et j'ai un peu de somme d'argent, pas mal par an. نخبيهم باش نزكي نديهم للبلاد. Mais نفرقهم شوية نمد خوتي mais ils sont pas très pauvres en fait. Comme je vois ici, ما نعرفش vraiment نحطهم. L'année dernière, j'ai mis un peu de la mosquée, un peu trop type, mais cette fois, j'ai réfléchi, je le mets haut. Parce que chaque fois, quand je demande là-bas, je le mets haut, et puis voilà, je fais derrière moi le hadra et tout. Chaque fois, je sens que je ne mets pas dans leur place. Chaque année, je suis en train de réfléchir, je vais les faire comment? Oui, c'est un problème, vraiment. Parce que ma salle, le zakat, il faut mettre le zakat là où il faut. Il faut qara ou le masakin ou l'aminiya. Si vos frères ne sont pas dans le besoin, je mets dans la mosquée, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Chaque année, mettez là si c'était une mosquée là-bas en France, oui, ça peut être valable. En Algérie, du moment. Non. En Algérie, vous ne donnez pas votre zakat pour la construction d'une mosquée. Non. Parce qu'il y a assez de musulmans ici qui peuvent construire les mosquées aisément, sans problème, alhamdoulilah. Mais, c'est-à-dire dans des pays non musulmans, les musulmans, c'est-à-dire sont peu en nombre.
alors on peut donner sa zakat pour construire une mosquée, Inch'Allah, تدخل في سبيل الله. Mais en Algérie, non. En Algérie, non. Mais quelle est une solution, docteur Djouri? Madame, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas les vrais nécessiteux, nous avons en Algérie le fonds de zakat, du ministère des Affaires religieuses. Oui, les vrais nécessiteux, ils ont la liste, ils ont tout ce qu'il y a. Dans chaque wilaya, il y a un fonds de la zakat. Un compte pour le fonds de la zakat. Il y a un compte CCP. Voilà. Dans chaque, même il y a un compte national et puis il y a des comptes dans chaque wilaya. Vous dégagez de la responsabilité, vous la mettez. C'est à eux de. Voilà. Allô? الو واش راني معاكم مدهم في الجزائر من وجهنا كما حبيتي في فرنسا كون فو فولي كيما نحب باش مي كوم سا باس با الوغ كي يروحوا ا كوتي ا غوش ا droite سا باس با اه وي Ah ben oui. Ouais, parce que j'ai fait que des soucis avec. Qu'Allah accepte de vous ce qui c'est-à-dire qui est du passé, mais dorénavant il faut mettre votre zakat là où il faut. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Celui qui donne sa zakat en dehors de ces 8 bénéficiaires, c'est comme s'il ne s'est pas acquitté de sa zakat. Hein? Voilà. D'accord. On a bien répondu normalement. On a terminé avec la deuxième question. La troisième question. Oui. Bonjour, s'il vous plaît, je voulais vous proposer une question sur la maladie de ma belle-mère. Elle est malade, elle a le cancer et son spécialiste, c'est un Français. Il lui a dit qu'il ne faut pas faire le ramadan. Je peux demander votre avis. C'est l'avis du médecin. Ouais, c'est l'avis du médecin qui prime. Qu'il soit français ou autre, voilà. C'est la qualité il doit seulement être connaisseur en matière. Et les médecins. Voilà. Et les médecins. Et les sans médecins. Voilà. Donc c'est son avis. Oui. Et c'est très bien pourquoi elle doit lui obéir. Voilà. Et par cette obéissance, elle est en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rappelons toujours la règle Tabibuka Muftik. Oui. C'est votre médecin qui devient en quelque sorte votre guide religieux en quelque sorte. Qui vous donne la fatwa. La fatwa. Oui. Bon, je suis une femme musulmane pratiquante de 50 ans, divorcée 2 fois. J'ai 4 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants, mais je ne fais pas mon âge physiquement. Et je n'ai pas eu beaucoup de chance de vivre une vraie vie de femme avec les 2 conjoints que j'ai eus. Je vis à Paris seule avec mes enfants autonomes et indépendantes financièrement. Derrière moi, j'ai eu une demande de mariage d'une personne respectable en Algérie. J'ai rien à dire sur lui, mais ce sera un mariage religieux et en cachette. Il y a religieux, c'est-à-dire, il ne sera pas inscrit dans l'état civil. Cachette de sa famille parce qu'il est déjà marié. Et moi, je peux le dire qu'à mes enfants et ma grande sœur ses enfants à elle, et quelques cousines en qui j'ai confiance. Je ne pourrais pas le dire à mon frère qu'elle ne serait jamais d'accord pour ce genre de mariage. Moi, ça m'arrange pour préserver la stabilité de mes enfants qu'ils restent loin. Il assez bien en Algérie, n'envisage pas de venir s'installer en France. De toute façon, il ne veut pas de mariage civil. J'aimerais avoir l'avis religieux pour cette situation. Bon, il y a un avis religieux, il y a un avis qui est aussi considérable. Il faut le prendre en considération. C'est que peut-être ça peut créer des problèmes. Avant de répondre, docteur Joris, s'il vous plaît. Nous avons M. Mohamed de Belgique. Et nous avons, il va venir à la région. M. Mohamed, marhaba. Oui, on vous écoute très bien. Oui, c'est pas en ligne avec... parce que je le vois, le monsieur, mais c'est pas en ligne avec... Non, si vous êtes en direct, c'est Mohamed. En direct, oui. Allô?
Oui. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Ouais. J'ai posé la question parce que je suis marié avec un Belge, il a 50 ans, maintenant ensemble. هي ما تصليش مي أنا نصلي. Les musulmanes. يعني صلاة نتاعي جايزة ولا لا؟ هي les musulmanes مسلمة. لا. ألو. وي أنا نسمعك. هي مسلمة ولا مش مسلمة؟ ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مش مسلمة هي أجنبية. داكور ماشي ما تصليش تقول لي ماهيش مسلمة عشان ما تصليش شيء وماشي مسلمة شيء آخر. ماهيش مسلمة برك بس ما تشرب. ألو. وي خلاص ما تشرب وي سمعناك سي محمد. Ça n'a rien à voir avec votre prière. معليش est-ce qu'elle se considère chrétienne ولا juive ولا أنا نسمع هو يسأل على صلاة سي غلق التلفزيون ولا نقص له اسمعنا اترافير لو تليفون الله يسجيك سي فو بلي شكرا اسمعنا اترافير التليفون عشان هكذاك درنا له واش دوموند انت تسأل بور تا بريير فوت بريير اسكو لي فاليد قال لك مادام هي ما تصليش هو يقصد اني با ميزيلمان اسكو صلاتي جايزه نو سا نا با ça n'influe pas sur votre prière. Oui. Ça n'a rien à voir d'ailleurs. Mais si on parle, c'est-à-dire par rapport à ce problème-là, on doit parler de la validité peut-être de ce mariage. Mm-hmm. Est-ce qu'il s'est marié avec une chrétienne ou là une juive? Là, c'est valable. C'est un acte de mariage qui est considéré en islam. Si cette femme-là est une femme athée qui ne croit pas à Dieu, qui ne croit pas à l'existence des prophètes, etc., là, ce ne sera plus valable, mais ça n'a pas de lien aussi avec sa prière. C'est-à-dire... ça n'influe pas sur sa prière. Dans tous les cas... Mais s'il s'avère que cette femme est athée, là, il doit... mettre terme à cette relation qu'on ne peut pas qualifier d'un mariage en quelque sorte légal aux yeux de la charia islamique. Mais en général, 90% des gens, quand ils se marient avec une Française, une Belge, une Européenne, etc., c'est-à-dire ils se basent sur le fait qu'elle est née chrétienne, même qu'elle ne pratique pas, mais quand même elle a des convictions liées au christianisme, etc. Alors on peut valider ce genre de elle mariage. Est des gens du livre. Voilà, qu'elle est des gens du livre. Oui. Bien que parfois il n'est pas évident de trouver une femme qui est vraiment chrétienne, pratiquante, qui est fidèle aux enseignements de... C'est très rare. La Bible, etc. Même chez nous, les musulmans, voilà. Il y a ceux qui délaissent leur prière, il y a ceux qui boivent l'alcool, voilà. etc. Ouais. On ne peut pas trouver toujours des pratiquants. Mais il reste toujours des musulmans. Il reste toujours des musulmans, ils ne sortent pas de la communauté musulmane. Si Djouhri, nous allons vers une toute petite transition. On va continuer pour la question que nous avons commencée. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. المجيد الباعث الشهيد
المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه wa sallam. Docteur Djouri, nous revenons à la question de chers téléspectateurs. Un mariage, déjà le fait de l'appeler religieux. Ouais, déjà. Entre parenthèses. Ouais. Il n'y a pas de mariage religieux. Il n'y a pas de mariage qualifié de religieux. Il y a un mariage, orfi, voilà. Et puis, si on ouvre cette porte-là, c'est-à-dire, on va enfreindre toutes les lois, que ce soit les lois françaises, même ici en Algérie, c'est-à-dire notre ministère des Affaires religieuses exige même à l'imam qui conduit la cérémonie de mariage de ne pas faire cette fatiha, sauf qu'il y ait déjà une inscription, la présence d'un papier, voilà, qui certifie que ces deux époux-là ont inscrit leur mariage à l'état civil. Sinon, il ne peut pas faire le fait. Et quand Wali al-Amr, c'est-à-dire celui qui gère notre quotidien, légifère une loi, on doit l'appliquer. واختيار ولي الأمر يرفع يعني الخلاف. يدخل في المصلحة. On peut pas, c'est-à-dire, on peut pas permettre ce genre de mariage parce que il va engendrer beaucoup de problèmes. Oui. Des problèmes familiaux, des problèmes peut-être d'héritage après, s'il y a un divorce, s'il y a quelque chose qui se passe entre vous, etc. Maintenant, on est dans une époque où tout est inscrit. Tout est inscrit. Depuis à peu près un siècle, il y a cet état civil qui gère, c'est-à-dire la vie des gens. On doit se référer à notre époque. On n'est plus dans une autre époque où les gens se marient, se divorcent, etc., inscrivent leurs enfants comme ça, sans qu'il y ait un état civil qui gère tout ça. Et il faut être les enfants de notre époque. Et notre époque est gérée par tout ce qui est paperasse, tout ce qui est état civil, tout ce qui est inscrit chez les notaires, chez les avocats, chez l'État, dans les mairies, etc. Il y a toujours cette traçabilité et on doit se référer à notre époque. Très bien. Salam alaikum, c'est Aïcha de France. Je vous contacte. D'abord, je rappelle le numéro de téléphone pour nous appeler, mes chers téléspectateurs. Notre téléphone, c'est le
0213 21 23 98 91. 0213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avireligieux tout attaché @gmail.com. Salam alaikum, c'est Aïcha de France. Je vous contacte au sujet de ma zakat. Je possède 7000 € en Algérie. Combien je dois sortir la zakat de l'année 2019? Car j'ai commencé à payer en 2019, mais je ne connais pas la somme totale de ma zakat. Merci de me répondre car je vous suis chaque semaine. Barakallahu fikoum. J'ai beaucoup de mal à vous joindre par téléphone. Encore merci 1000 fois pour votre émission. Allah yissalmek. Bon, la zakat est très facile. D'abord, Dr. Johri, si vous permettez, nous avons Mme Houria de France. Là, on va y revenir. Allô? Allô? Allô, oui, marhaba. السلام عليكم الشيوخ الحباب. سلكوني الحباب سلكوني. واحد الاخت، حنا جوج خوات، والميمه ماتت وخلات شويه، ودروخ انا ميمتي كانت عايشه معايا. دروخ كي رحنا فاكانس 20 يوم كنت خدامه 20 يوم. النهار اللي روح ماتت، ما مريضه ما والو. قالت لي كانت مريضه وديتها باش ماتت في البلاد ومنك ومن هي رحنا متعادين، ما تهضر معايا، ما عزاتني ما والو. ودوخ خلات ميمتي شويه دراهم راهم في لابانك. دوخ الحباب سلكوني، اسكو نزل بحال الجامع برفقي بحقه، اسكو كاش نعمل؟ ما حبش تلاقاني خاطر هي تمشي لتيزي وزو ويانا تلمسان، ما نتلاقاوش، عمر ما نتلاقاو. دروخ هادي من 2006 وانا ما ننعش. سولت الطلبه يقولوا لي شوف كاش تعمل باش تلاقيها، باش تعطيها رفقه. قلت لها اعطيني غير لاكارت ديالك نزلم لك في لابانك. قالت لي ما نعطيكش، ماشي ما تهدرش معايا، تقول غير الحباب يوصلوا لي الخبر. دات لي رزق امي ما عطاتنيش، منك من هي قلت يا ودي غير يقولوا لك تلاقاني حتى حقي نعطيه لك. يا ليلى زعما يساعدوني كاش نحل هاد الحل. راني بغيت نمشي نجيب حل عمره ما قديت، ننعس ما نفكر في هاد الشيء، وخايفه على وليداتي، ما عندي حتى واحد غير وليداتي، خايفه هاد الشيء راه في راسي مرض. حبيبي سلكوني يا شيوخ يا حبابي، يحفظكم سلكوني. ربي ان شاء الله يخفف بيناتكم، ربي ينزل الرحمه بيناتكم ان شاء الله. وان شاء الله والله ما عزاتني، وانا اللي جيت لفرنسا، وانا اللي زوجت من داري. هذه دروخ من 2006 ما هضرت معايا، قالت لي امي كانت مريضه وديتها لالجيري ماتت. وانا والله الحبيب اللي مشينا فاكانس 20 يوم، النهار اللي نروح ماتت لي. ما عرفتش كاش نعمل احبابي سلكوني سلكوني. داكور، مرحبا. دكتور جهريش هي demande هي تحب تعطي لها حقها خلاص. سي بروسيدورال. نو سي تبعثه لها بالك صدير سي بروسيدورال. جو سي با اسكو سي بروسيدورال mais quand même elle peut retirer cet argent là. لا قالت لها ما نعطيكش لي كورد لا بانك، لازم دي بابي، لازم كذا بورتونس، لازم النيميرو دو كونت، لازم مش عارف ديجا باش يخرجوهم من لا بانك. peut-être ديسي لازم كارطه تاعها. oui peut-être auprès du notaire باش يدير الفريضه. mais sinon si elle peut retirer cet argent là qu'elle lui envoie sa part بالناس هذو اللي راهم بيناتهم. خلاتهم في لا بانك سامير. lorsqu'il s'agit d'un héritage يكون في لا بانك لازم بابراس، لازم النوتر، لازم الفريضه، ولازم لا سيناتور دي زيريتيي. Elle demande la carte d'identité de sa sœur. Si elle peut pas accéder, si elle peut pas accéder à cet argent-là, elle n'a pas à se faire des soucis. Ça restera un problème relationnel entre elle et sa sœur, mais concernant sa part d'héritage, du moment qu'elle ne peut pas accéder à cet argent-là, elle n'a pas à se faire des soucis pour lui donner sa part. Parce que même elle-même, elle ne peut pas recevoir sa part. Elle a des remords quelque part. Ça, c'est autre chose, hein. Mais c'est pas lié à la part d'héritage de sa sœur. D'accord. Voilà.
Donc il faut faire la procédure. Si on peut faire la procédure, même que votre sœur n'envoie pas ses papiers pour cette procédure-là, si vous pouviez accéder à cet argent-là, pour le retirer, là, vous êtes dans l'obligation de lui donner sa part. Lui envoyer sa part avec 1000 méthodes et manières. Comme ces nouvelles vous parviennent avec des gens, à l'aide des gens qui sont intermédiaires entre vous, vous pouvez aussi faire et parvenir cet argent-là à votre sœur par le biais de ces gens-là. Mais si vous ne pouvez pas accéder à cet argent qui est dans un compte bancaire, vous n'avez pas à vous faire des soucis, ni à réfléchir, ni à tomber malade pour cette chose-là. Reste le problème relationnel. Essayez de lui rendre visite. Il faut fournir de l'effort dans ce sens. Je sais pas, faites des économies à part et faites visite, voilà. Une tierce personne peut-être avoir. Voilà, une tierce personne avec une tierce personne qui peut vous réconcilier. Hein. Inch'Allah, ou un imam, ou n'importe quoi. C'est Madame Nadia de France. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Salam alaikum. وي بغيت نسقسي لكم على خاطر راني مربيه قطه صافي 5 سنين راني مربيه. Pardon, madame, on n'a pas bien écouté, bien entendu. Pardon? D'accord. فوالا راني مربيه قطه صافي 5 ans ديال كيف بنتي. وديرنييرمون شفتها مريضه ديتها عند الفيتيرينير لقى عندها كونسير. الشر عليكم لقى عندها كونسير. Encore, même déjà. ايه وما يقدروش يداووها، قالوا لي ما نقدروش نداووها، يزيدنا نقطعوا لها النص تاعها، هي جاها الكونسير في البارتي بوستيريور في الباسان، قالوا لي ما نقدروش نصوفيوها، مهما نحيو لها هذاك الشيء يعاود يرجع وسينيغا باغ موغيغ. دونك قالوا لي ما كيلزمك تخفي عليها وديري لها الليبره باش تموت. حبيت نسقسي اذا كان حرام ولا حلال. C'est pas facile là de prendre une décision 5 ans. Le fait de tuer un animal pour peut-être qu'il soit pas contagieux, mais c'est pas le cas. On peut tuer un animal, mettre fin à sa vie pour qu'une maladie peut-être ne se propage pas, d'accord? Mais c'est pas le cas d'un cancer, parce que le cancer, mais s'il s'avère peut-être qu'il y a c'est pas même un petit doute comme ça, peut-être que sa maladie va infecter les autres animaux ou infecter les humains, etc. Là, on peut procéder ainsi. Mais de cette manière-là, donnez-lui, donnez à votre animal ce qu'il faut comme médicament, mais ne mettez pas fin à sa vie. On peut tuer un animal pour le manger. C'est-à-dire un animal qui est à la base halal chez nous, comme un mouton, comme un veau, etc. Mais un autre animal, là où il y a vraiment une nécessité et où il y a un danger qui guette les autres animaux, là, les humains. Mais malgré, docteur Djouri, si vous permettez, après votre permission, madame, la question est la première de son genre. C'est la première. On a donné la réponse, mais on va chercher. Voilà. Auprès auprès des docteurs s'il y a une autre, nous avons votre email. S'il y a une autre réponse, c'est-à-dire, question vraiment, c'est la première, docteur Djouri. Docteur, on va demander auprès de Fatwa. Et on va vous répondre une réponse finale par email, Inch'Allah. Oui, justement, par rapport à la souffrance, justement. Mais par rapport à la souffrance aussi, moi j'ai mis un autre avis. Par rapport à la souffrance, il y a des médicaments qu'on peut donner à quelqu'un de mourant, de la morphine, etc. pour atténuer en quelque sorte
la souffrance physique. Ça évolue dans le temps. Oui, اسمح لي خويا راهم عاطينها la morphine, mais avec la morphine, elle fait sur elle peut même pas aller à la litière. Donc tous les matins, elle fait sur elle et tout. Donc bon, ok, نقرا السؤال الجواب من حضرتكم وندير عليه. Oui. À mon avis, laissez-la mourir un petit peu, voilà, comme ça, sans mettre fin à sa vie directement. Quand même, on va. Parce que si on peut permettre ça, on peut le permettre aussi aux humains. On veut se dire, entre parenthèses, il est en train de souffrir, pour mettre terme à ses souffrances, on peut lui injecter une chose pour qu'il soit apaisé, etc. Et mettre fin à sa vie. Là, j'ai dit la règle générale, c'est que l'animal qui vit avec l'homme est un animal respecté. On ne peut pas le tuer que pour deux choses. Il y a la première, c'est pour se nourrir, voilà. Et les autres animaux, s'ils propagent une maladie, ou là, c'est-à-dire on peut, voilà, les chiens errants qui circulent un petit peu toutes les nuits dans des villes, etc., ils peuvent causer peut-être des dangers pour les humains. Là, on peut faire peut-être une hamla, on va dire comme ça, pour tuer les chiens errants, etc., C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, il devient peut-être un sujet de danger pour les humains. Mais concernant cet animal-là qui n'est pas vraiment dangereux pour les humains, on peut lui donner le médicament qu'il faut, des médicaments pour apaiser ses souffrances et le laisser mourir avec le temps sans mettre terme. Voilà. Il y a quelques animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a permis, peut-être quelques animaux qui, on ne peut pas s'étaler sur ce sujet-là, le qawarid, ou les rats, c'est toujours dans ce sens-là, parce qu'ils causent des maladies, la peste, etc., pour les humains. C'est la réponse pour l'instant, mais ici, الفتوى ما عليه العمل في المجامع الفقهية نوروها سينو إن شاء الله إن شاء الله. سي نور الدين دوغان. الو السلام عليكم. السلام صباح الخير مرحبا بك. الله يسلمك. Moi je voudrais savoir à propos d'un truc de religieux en héritage, une question sur l'héritage. Oui. Quand il y a la fille qui meurt avant son père, est-ce que ses enfants ont le droit à l'héritage? Oui. Vous vivez en Algérie? Oui, Oran. Très bien. Voilà. D'accord, on va vous répondre, si Mohamed. Merci beaucoup. Là, c'est un sujet qui doit être en quelque sorte bien réfléchi pour une loi qui doit être faite dans ce sens-là, parce que pourquoi exclure la fille qui meurt avant son ascendant, avant son père, pourquoi l'exclure? Si on applique le code de la famille écrit en arabe, donc c'est موضوع اجتهاد, on va y revenir. On n'a plus de temps, Dr. Johan. Hélas, si Mohamed, on va y revenir المرة الجاية. Là maintenant, ça reste au jugement du juge. D'accord. تقدير القاضي. D'accord. Merci Dr. Johan pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله
تحت رعاية الوزارة الأولى. وزارة التجارة تطلق الحملة الوطنية التحسيسية ضد تبذير الخبز. وين تمشي تلقى الخبز مرمي. الاستهلاك الإجمالي للخبز في اليوم يقدر 50 مليون خبزة. 10 ملايين خبزة تروح خسارة. 350 مليون دولار تروح لابوبيل سنوياً. الخبز نعمة، حرام يترمى. خوتنا الفلاحين، السلام عليكم في موعد جديد للنشرة الفلاحية المتبوعة بالإرشادات ديالها لهذا الأسبوع. لمنتجي الحبوب اللي راهم في الهضاب العليا نقول لكم لازم تقوموا بالتسميد الأزوتي للمحاصيل الكبرى. هذه الكمية نقوموا بها، الكمية المضافة نقوموا بها بعد تحليل التربة باش نعرفوا لي كارونس تاعنا اون ازوت، يعني النقائص الازوتيه تاع التربه. ولهذا ننصحوا انه هذه الكميه المضافه نقسموها الى جزئين او 3 اجزاء حسب تساقط الامطار او كميه المياه تاع الري المتوفره. لما نتكلموا على المحاصيل الكبرى نتكلموا على الأعداء ديالها، ومن أخطر الأعداء ديالها هو فأر الحقول اللي يأثر على المردود ويلحق خسارة كبيرة. ولهذا ننصح خوتنا الفلاحين أنكم تاخذوا التدابير اللازمة للقضاء على هذا النوع من القوارض. ولمربي الدواجن نقول لكم لازم تحترموا مدة الفراغ الصحي. هذه المدة اللي عندها علاقة مباشرة مع صحة الدواجن اللي كانت داخل مباني تربية الدواجن. إذن هذه المدة هي مدة تاع 15 يوم إذا كانت الدواجن سليمة، أما إذا كان ظهور لأي مرض فتمتد هذه المدة إلى 2 شهر. ونغتنم فرصة هذا الفراغ الصحي لتنظيف مباني تربية الدواجن مع كل الوسائل الموجودة فيها. إذن أنا ما بقى لي غير نقول لكم خوتنا الفلاحين نلتقي في العدد المقبل إن شاء الله، وحقكم أمان. سيرك في رواق الاستعجالات. يتسبب في حوادث خطيرة. عائق أمام مرور حالات مستعجلة. توقفك على الشريط الاستعجالي دون ضرورة خطر على حياتك وحياة الآخرين. السلام عليكم. مرحبا بكم، زارتنا بركة. الله يسلمك. جينا سوسوة مع القهوة، ريحتها شميتها من برا. وكيفاه؟ هذه قهوة رياضو، قهوة صافية ووافية ومنسمة كما تاع زمان. تشربيها مرة ما تزيديش تخطيها. قهوة رياضو 80% روبوستا و20% أرابيكا. رياضو قهوة ذات جودة عالية ونكهة أصلية. رياضو قهوة السلطان في دارو. L'amendement de la Constitution, à travers une révision profonde pour l'édification d'une nouvelle République, vise à réaliser les revendications du peuple exprimées par le mouvement populaire. Le président de la République a affirmé que la révision de la Constitution était nécessaire car elle permettra la rénovation des modes de gouvernance à tous les niveaux de responsabilité et particulièrement au niveau des plus hautes institutions de la République. De ce fait, la mise en place d'une nouvelle Constitution prémunira le pays contre toute forme d'autocratie,
garantira la séparation des pouvoirs, assurera leur équilibre, confortera la moralisation de la vie publique et protégera les droits et libertés du citoyen. Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Assemblée ordinaire hier à l'ambassade d'Algérie à Paris de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Des chefs d'entreprise et des investisseurs étaient présents. Le mot d'ordre, construire la nouvelle Algérie. Nous irons à Hassim Saoud dans la wilaya de Ouargla où le projet de réalisation de la nouvelle ville a été lancé en 2014, une ville de 80 000 habitants. Le projet avance et les travaux de viabilisation ont atteint 74%. Nous parlerons des changements climatiques et leur incidence sur l'agriculture, mais aussi sur notre santé. Arrivé plus tôt que prévu, le printemps cause déjà des réactions allergiques. Et puis à l'étranger, l'évolution dans le monde du Covid-19 impacte au plus haut l'économie mondiale ayant enregistré des chutes, des incidences boursiers, des cours de l'or noir et des marchés et des changes jusqu'au tourisme et le monde du sport. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition à partir de Paris où la Chambre algérienne de commerce et d'industrie a organisé hier son assemblée ordinaire à l'ambassade d'Algérie. Des chefs d'entreprise et des investisseurs étaient présents. Le mot d'ordre, construire la nouvelle Algérie. Flabraz, Mounano El-Hamoudi. Pour bâtir une économie forte et solide, la nouvelle Algérie nécessite la contribution de toutes ses compétences, notamment celle de la communauté établie à l'étranger. C'est dans ce contexte que les membres de la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie de France se sont rencontrés afin de participer au renforcement des liens socio-économiques entre l'Algérie et la France. Nous devons également identifier parmi notre diaspora l'élite qui peut contribuer au développement de notre économie. Cette élite doit être organisée de manière spécifique en fonction de ses spécialités. Il y a pour objectif de promouvoir beaucoup plus d'Algériens dans les parcours d'excellence à travers le monde et également de travailler sur le retour des compétences algériennes vers l'Algérie pour contribuer au développement du pays. La CACI France se veut un trait d'union entre les deux rives. De nouveaux mécanismes et dispositifs doivent être mis en place pour faciliter l'accès à l'investissement par la diaspora. Nous, on a une diaspora qui est vraiment plein de compétences, plein de volonté et plein d'envie surtout d'investir dans leur pays d'origine. Ce qui manque au jour d'aujourd'hui, il faut un petit peu plus d'attractivité pour que les personnes de la diaspora, c'est-à-dire nos Algériens de l'étranger, puissent investir dans des bonnes conditions dans leur pays. Quelles sont les attentes de notre diaspora ? Les choses que nous attendons sont relativement simples. Nous avons lu le plan d'action du gouvernement qui a été voté par le Parlement en détail. Il est relativement précis en termes de vision. Il correspond à une vision qui est compatible avec ce que nous attendons. Nous avons apprécié le fait que la communauté nationale à l'étranger est clairement définie comme faisant partie intégrante de la communauté nationale. La feuille de route de la CACI France est très ambitieuse. Plusieurs projets se tracent à l'horizon et qui s'inscrivent dans le cadre de secteurs clés selon le plan d'action du gouvernement, à savoir les start-up, l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables. L'idée de la ville nouvelle de Hassim Saoud dans la wilaya de Ouargla date de 2006. Le projet est lancé en 2014 pour la réalisation d'une ville nouvelle de 80 000 habitants. Le projet avance et les travaux de viabilisation ont atteint 74%. Des logements sont déjà construits. La ville nouvelle est à 80 km de l'ancienne ville, dans le lieu-dit Oued El Mra. Reportage Abdelmajid Benqassi. Capitale du pétrole du pays, Hassim Saoud a été promue au rang de commune puis de daïra en 1984. La ville a vu sa population s'accroître rapidement. Parallèlement, des constructions illicites et autres extensions non contrôlées de la ville et le non-respect des distances réglementaires des ouvrages de la Sonatrach
sont venus se greffer au paysage de la ville. Cette situation nouvelle allait constituer un danger pour la sécurité des installations pétrolières. D'où l'idée de la ville nouvelle, dans le lieu dit Oued El Mar'a. En 2006, la ville actuelle de Hassim Saoud a été déclarée zone à risque majeur. Donc les autorités publiques ont décidé de créer une ville nouvelle à 80 km de la ville actuelle, en dehors des zones de risque. La création de la ville nouvelle permet de créer un nouveau pôle urbain qui répond aux attentes de la population actuelle de Hassim Saoud, comme d'autres de la même région. Exactement le 14 juin 2014, les travaux de viabilisation de la ville sont lancés. La ville nouvelle de Hassim Saoud est donc déjà lancée depuis 6 ans. Sa réalisation sera répartie en plusieurs phases, mais son achèvement ne sera effectif qu'en 2030. La phase prioritaire de la ville peut en accueillir 40 000 habitants. Et les travaux ont été donc entamés en 2014. Ils ont atteint un taux d'avancement jusqu'à aujourd'hui à 74% pour les zones prioritaires. À la fin de sa réalisation, la ville nouvelle de Hassim Saoud est appelée à accueillir 80 000 habitants à horizon 2030. 80 000 habitants viendront s'y installer avec la réalisation de plusieurs centaines de logements déjà. Mais en attendant, un tissu industriel et économique est également dans les plans de la ville. Concernant la zone d'activité logistique, pour l'affectation des assiettes, il y a des investisseurs qui sont prêts. Actuellement, il y a 70% assiettes affectées aux entrepreneurs avec des activités bien déterminées. Notre souci, c'est d'occuper ces assiettes plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, car 2030, c'est déjà demain. Et pour que la nouvelle ville de Hassim Saoud ne puisse pas connaître le même sort que le projet de nouvelle ville de Bourzoul, au nord du pays. Direction le Tarf, plus précisément à l'école de pêche d'El Qala. Après une immersion hier dans l'atelier dédié à la plongée sous-marine aujourd'hui, ce sont les autres spécialités dispensées à l'EFTPA que nous allons vous faire découvrir. Simulation de navigation de machines et d'aquaculture, des techniques enseignées aux futurs pêcheurs et armateurs. Reportage Saïda Mayouf. L'école de formation technique de pêche et d'aquaculture d'El Qala, l'EFTPA, fait appel à des méthodes de simulation afin que la formation soit la plus complète possible. La simulation de navigation s'apprend ainsi de la plus ancienne méthode à celle dotée des dernières technologies. Au début, on faisait ça à l'ancienne avec les cartes papier et en utilisant différents types de matériel comme la boussole ou les sextants pour se positionner dans la mer. Mais c'était à peu près, c'était pas vraiment, c'était de la navigation à l'estime. Et après, quand ils apprennent bien à utiliser et à maîtriser ces techniques, on passe aux techniques nouvelles, notamment le GPS, le radar et le sonar. Ici, on apprend les techniques de pêche, la navigation, la mécanique. La formation est vraiment complète et surtout avec l'introduction de nouvelles technologies, on acquiert différentes connaissances et surtout que mon rêve est de devenir patron côtier de pêche. La simulation machine permet quant à elle de fournir aux futurs marins pêcheurs différentes solutions afin de pouvoir faire face à toutes sortes de pannes pouvant survenir sur les bateaux de pêche. Ici, on apprend les stagiaires à faire les manœuvres et de réparation des pannes au niveau de la salle machine, les pannes en marche ou bien en arrêt. On fait des scénarios de panne, bien sûr. On injecte des pannes en marche et le stagiaire a lui de réparer la panne, bien sûr, dans une durée de temps.
Autre cours dispensé à l'école de pêche d'Al-Qala, la formation de techniciens en pisciculture et aquaculture pour une meilleure préservation de la ressource halieutique. Ça, c'est une expérience d'aquaponie. Donc, c'est l'aquaponie, c'est l'intégration de l'aquaculture à l'agriculture. Et maintenant, ça devient quand même une plus-value à l'agriculteur. Ça, c'est très important parce que l'aquaculteur, il peut avoir une plus-value en poisson. Il peut avoir aussi le produit de l'agriculture, c'est un produit bio. De qualité. Et de très très bonne qualité. On a des collaborations avec plusieurs universités, dont Tarf, Annaba, Galma, Constantine, Ouergla. On apprend ici la pêche responsable, la préservation halieutique, l'élevage marin et toutes les méthodes nécessaires à l'aquaculture. L'art du ramandage et du matelotage se pratique, et lorsque la météo le permet, directement dans la cour de l'école où les mailles défilées livrent tous leurs secrets à ces futurs pêcheurs, armateurs et patrons côtiers de pêche appelés à voguer de port en port. La situation climatique en Algérie, on en parle ce matin. En cette année, un hiver très doux avec des températures printanières et de très rares pluies, une sécheresse qui a impacté le secteur agricole. Mais la situation risque heureusement d'évoluer car des précipitations sont annoncées pour ce mois de mars. Nessima Imboul. Un déficit pluviométrique a marqué la saison hivernale cette année. Un phénomène cyclique qui revient tous les 10 à 15 ans. La situation est inquiétante. Les causes sont multiples selon la météorologiste Houaria Benrekta. La situation météorologique est plutôt caractérisée par de l'air chaud accompagné avec les fortes valeurs de pression localisées sur le nord du Maghreb. Mais de l'autre côté aussi, on retrouve des basses pressions anormalement basses au niveau de l'Islande. Donc qu'est-ce qui se passe? Le système ainsi conçu fait que toutes les perturbations et l'air froid qui devait venir est plutôt rejeté vers la partie nord du continent de l'Europe. Ce phénomène produit des retombées considérables, aussi bien sur la flore que sur la faune. On peut parler par exemple de la flore, de ces arbres-là dans les forêts. Par manque de pluie, il y aura une déshydratation de ces arbres-là. Et la déshydratation, elle va causer que ces arbres-là deviendront plus vulnérables et plus faibles. Sans oublier aussi tout ce qui est niveau de fleuve, tout ce qui est rivière, tout ce qui est aussi nappe. Donc leur niveau va totalement baisser s'ils ne sont pas renouvelés ou bien réalimentés par l'eau qui provient de la pluie. Quand on parle aussi de l'agriculture, il ne faut pas oublier que manque de pluie va les pousser à faire de l'irrigation. Il ne faut pas oublier aussi autre chose très importante, c'est que quand on parle de pluie, il a un rôle très important dans l'atmosphère et dans l'environnement. Le rôle, c'est surtout le nettoyage, et on parle en météorologie de lessivage du ciel. Il faut attendre le mois de mars, donc à partir du mois de mars, ces modèles-là prévoient l'arrivée et la pénétration d'air froid sur nos régions, et on peut assister tout de même à quelques perturbations hivernales le mois de mars, Inch'Allah. Selon les prévisions météorologiques, un retour à la normale sera enregistré avec des précipitations assez marquées à partir du mois de mars prochain. Et justement, les changements climatiques ont également une incidence sur votre santé. Arrivé plus tôt que prévu, le printemps cause déjà des réactions allergiques. Yasmine Saudi. Même si l'épidémie de la grippe saisonnière touche à sa fin, certaines personnes sont toujours prises par des symptômes désagréables. À l'approche du printemps, les rhumes et rhinites allergiques affectent beaucoup de personnes. La rhinite allergique est une maladie qui est saisonnière, qui vient au printemps. La personne, toute l'année, elle est très bien et c'est pendant le printemps qu'elle a des symptômes qui sont assez violents quand même. Nez qui coule, yeux irrités, éternuements, ces symptômes apparaissent en période de pollinisation, une période qui varie en fonction des végétaux et des régions. C'est pourquoi ils peuvent être ressentis plus ou moins tôt par tel ou tel individu. Si la personne a l'habitude d'avoir ces symptômes pendant la période printanière, on commence plutôt vers le mois de février, voire le mois de janvier, à prendre déjà des antihistaminiques dans un but préventif.
Et étant donné qu'il y a le réchauffement de la planète, le printemps, des fois, arrive plutôt à grands pas en janvier. Si les symptômes reviennent chaque année à la même période, cela nécessite un traitement. Il faudrait que la personne soit traitée par des antihistaminiques, des corticoïdes nasaux locaux. Et si toutefois ces symptômes ne régressent pas, on est obligé de faire la désensibilisation. La désensibilisation, c'est un traitement immunologique, genre anticorps antigène. Voilà. Et la désensibilisation, malheureusement, ça fait 2 ans que les produits ne rentrent pas en Algérie. En Algérie, plus de 5 millions de personnes souffrent de rhinite allergique. Le nombre de personnes atteintes ne cesse d'augmenter, notamment à cause des changements climatiques et d'une exposition croissante aux polluants atmosphériques. L'Organisation mondiale de la santé a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au nouveau coronavirus, tant la propagation qui s'accélère notamment en Corée du Sud et en Iran. La Corée du Sud, principal foyer d'infection en dehors de Chine, a enregistré 571 contaminations supplémentaires. Pourtant, le total à 2337, dont 13 morts. Et puis l'évolution dans le monde du Covid-19 impacte au plus haut point l'économie mondiale, ayant enregistré une chute des indices boursiers, des cours de l'or noir et des marchés de change jusqu'au tourisme et le monde du sport. Le point de la situation avec Naïma Chekchek. Si la Chine était jusqu'à peu l'unique foyer mondial de l'épidémie coronavirus, le risque s'est de fait démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays sources comme la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. Une réalité qui impacte considérablement l'économie mondiale déstabilisée. Le monde s'immobilise à mesure que le nouveau coronavirus se propage. Des avions sont cloués au sol, des écoles ont fermé au Japon et des rassemblements sont interdits en Suisse. L'économie mondiale fait face à son pire risque de récession depuis la crise financière de 2008, notent les observateurs. En Europe et aux États-Unis, les bourses ont connu leur pire semaine depuis la crise de 2008. En Italie, pays d'Europe le plus touché par l'épidémie Covid-19, le tourisme, qui représente 13% du PIB, décline fortement avec des annulations de voyages, touchant même des régions indemnes de contamination au grand désespoir des hôteliers. À Rome, plus de 50% des réservations enregistrées jusqu'à la fin mars ont été annulées. Cette semaine qui s'achève a enregistré une chute notable des indices boursiers, des cours de l'or noir et des marchés d'échange sur fond d'inquiétude des experts de l'OMS. Les prix du pétrole, eux, ont encaissé cette semaine leur plus importante chute depuis 2008 à New York et depuis 2016 à Londres, descendant même jusqu'à $43 le baril. Les acteurs du marché se tournent désormais vers les pays membres de l'organisation, des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et leurs alliés qui doivent se retrouver les 5 et 6 mars à Vienne pour tenter d'apporter côté offre une réponse à la mesure des risques qui pèsent sur la demande. Le monde sportif est aussi touché avec l'annulation des 2 dernières étapes du Tour des Émirats cyclistes après la découverte de contamination de 2 cyclistes italiens. 4 matchs du championnat d'Italie doivent se dérouler à huis clos ce week-end. Le comité international olympique, lui, a réaffirmé être totalement déterminé à ce que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aient lieu cet été. Et puis le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Amel Barba. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, la MANUL, a fermement condamné vendredi la poursuite des bombardements pour la 3e journée consécutive sur l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel à Tripoli. Ces violations surviennent au moment où les Libyens s'efforcent avec les Nations Unies de trouver les moyens afin de mettre fin à la crise libyenne. Depuis Genève, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, s'en est pris aux cyniques qui tentent de saper les discussions entre les belligérants libyens, réclamant par ailleurs un plus grand soutien international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion d'urgence sur la situation en Syrie après l'escalade de la violence dans la province d'Idlib. L'ONU a exhorté la Russie et la Turquie à s'appuyer sur les accords précédents pour obtenir un nouveau cessez-le-feu.
Les autorités d'occupation israéliennes ont approuvé jeudi la construction de près de 1800 nouveaux logements en Cisjordanie occupée en Palestine, alors que les colonies sont considérées comme illégales par l'ensemble de la communauté internationale. Cette décision intervient au moment où des milliers de Palestiniens continuent à manifester, dénonçant l'accord du siècle. Les États-Unis et les talibans doivent signer ce samedi à Doha un accord historique, un accord inédit qui ouvre la voie à un retrait des troupes américaines après plus de 18 ans de guerre en Afghanistan et à des négociations de paix qui s'annoncent périlleuses. Une exposition exceptionnelle à visiter absolument, celle de Fatma Zohra Bouaouni, inspirée, fascinée, captivée par la diversité des paysages des Aurès et de la Mitidja. L'artiste essaie de transmettre ses émotions dans ses œuvres. Un seul point en commun, le ciel de l'Algérie. Fatma Zohra expose à l'Opéra d'Alger jusqu'au 10 mars. Yamina Saïdji a visité l'exposition pour nous. Regardez. L'histoire de l'Algérie, la diversité de sa culture et la richesse de ses paysages ont toujours captivé et fasciné Fatma Zohra Bouaouni. Inspirée par sa terre nourricière, ses productions picturales reflètent cette appartenance qu'elle revendique. J'ai essayé de reproduire